On a vu toute une série de professions, de l'agriculture jusqu'à la distribution alimentaire, les soignants bien sûr, être indispensables au fonctionnement minimum d'une société, et en effet ne pas être les professions les plus valorisées. À partir de là, il faut se garder d'une illusion. Bonjour Eva. Ok, bonjour. Nous sommes normalement en ligne avec l'éditorialiste Christophe Barbier. Christophe Barbier, bonjour, vous êtes là ? Bonjour, je suis là. Extra. Oui, bonjour Christophe. Nous sommes donc, comme tous les matins, en duplex avec nos confrères du studio Qualita de Jérusalem, Cathy Choukroun et Olivier Granier, qui vont vous interviewer à mes côtés. Alors tout d'abord, Christophe Barbier, à moins d'un mois du début du déconfinement, par rapport à ce qu'on sait sur le coronavirus, le 11 mai vous semble-t-elle une date raisonnable pour commencer à déconfiner en France ? Oui, ça semble une date raisonnable si on prend en compte deux critères. Le premier critère, c'est la baisse de la pression sur les hôpitaux et notamment sur les lits en réanimation. Chaque jour, pour l'instant, il y a de moins en moins de lits de réanimation occupés. On est encore au-dessus du taux d'occupation habituel et du taux d'occupation maximum, et on descend bien. Si on continue à ce rythme-là, on devrait être aux alentours de 3000 lits occupés au moment du 11 mai. Or, si le 11 mai, le début du déconfinement entraînait par malheur le pic de l'épidémie, on la verrait 15 jours plus tard, on pourrait encore moins occupé à ce moment-là. Donc ça laisse une marge pour encaisser éventuellement le deuxième choc, la deuxième vague de l'épidémie. Puis l'autre critère à suivre, c'est la recherche sur les traitements. Or, il semble évident qu'à partir de la fin avril, on aura des cocktails de médicaments. Ça ne sera pas un traitement miracle, mais ça permettra peut-être de soigner les patients pour qu'ils ne basculent pas en réanimation. En tout cas, pas tous, pas aussi nombreux que la première fois. Tout ça permet d'envisager un déconfinement lent et prudent, mais le 11 mai me semble une bonne date. Ok, alors nous sommes en Israël, nous sommes déjà en train de déconfiner, donc évidemment nous n'avons pas le même nombre de malades ni le même nombre de morts, on est bien en dessous. Pourtant ici, on se demande si c'est une bonne idée parce que on nous dit que le virus, on a peur d'une rechute un peu trop rapide. Oui, mais il faut regarder la France comme une sorte d'échiquier, de quadrillage. Tout le monde n'a pas été touché de la même manière. Il y a des départements entiers qui, un peu à l'image d'Israël, ont réussi beaucoup plus vite à se protéger et donc n'ont pas vu la vague épidémique arriver. Dans le sud-ouest de la France, dans le centre de la France, dans ce qu'on appelle la France profonde, c'est-à-dire les départements les plus ruraux, honnêtement, on n'a pas vu la vague de l'épidémie. Donc on peut autoriser, on pourrait le faire presque d'ailleurs aujourd'hui, les petits commerces où l'on peut rentrer un par un, certaines activités scolaires, certaines activités sportives à reprendre. On pourrait avoir une règle adaptée aux régions et aux départements en fonction de leur état sanitaire. C'est d'ailleurs ce qui va se passer le 11 mai pour les écoles. Il n'y aura pas de réouverture à 100% des écoles en milieu urbain dans les zones qui ont été très touchées, comme l'Est de la France ou l'Île-de-France. En revanche, le sud-ouest, dans les villages, dans les zones rurales, on pourra rouvrir quasiment normalement les écoles sans mettre en péril la santé des gens, à condition évidemment que de région à région, on circule pas trop. Pas question d'aller passer tous nos week-ends dans le sud-ouest pour se détendre. Alors justement, Christophe, le sujet ici en Israël de la reprise des écoles est un sujet qui fait beaucoup parler de lui. Pour le moment, on fait un déconfinement en douceur ici en Israël avec certains magasins qui rouvrent, certaines industries, certaines sociétés, et on parle en tout cas des écoles vraiment qui seront pratiquement les derniers à réouvrir. Ça pose d'ailleurs beaucoup de problèmes ici en Israël. Est-ce que vous pensez justement que cette mesure, et on a vu en France aussi que cela fait beaucoup parler, on parle beaucoup de cette mesure, on pense que c'est une mesure qui est pas très raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à la fois un pari et une nécessité. C'est un pari parce qu'une partie des scientifiques considèrent que les enfants non seulement ne déclenchent pas la maladie, n'ont pas de forme de maladie avérée, mais sont peut-être beaucoup moins vecteurs qu'on ne l'a craint. On l'a cru à un moment. Donc peut-être qu'on peut rouvrir les écoles sans prendre un risque énorme que les enfants reviennent à la maison et contaminent leurs parents et leurs grands-parents. Alors ça sera à surveiller, mais il y a quand même un pari qui est de ce côté-là assez raisonnable. D'autant qu'une partie de ces enfants est considérée comme en décrochage scolaire. Ce sont des enfants qui n'ont pas pu suivre le téléenseignement numérique à la maison, qui n'ont pas forcément des parents, qui peuvent se substituer aux professeurs. Donc il y a une urgence pédagogique qu'il faut mettre à égalité avec l'urgence sanitaire. Et puis enfin, c'est une nécessité parce que la reprise de l'activité économique devient une urgence en France.
On est en train de plonger dans une crise tellement grave que ça pourrait faire des dégâts irréparables. Il faut donc remettre les gens au travail. Et pour remettre les gens au travail, il faut évidemment que leurs enfants puissent aller à l'école. Bon, alors il y a eu fait de rouvrir les écoles dès le 11 mai. Certains pays font ce même choix, même si ce ne sont pas toujours les mêmes classes scolaires, c'est le cas des Allemands. D'autres pays comme l'Italie ont décidé de repousser la rentrée à septembre. Comment expliquez-vous que l'État semble peiner à s'approvisionner en masques alors que cela semble davantage faisable pour les régions? Il y a des choses assez variées. En effet, les régions ont acheté des masques, parfois plus facilement que l'État. C'est vrai que certaines régions ont des relations économiques très étroites avec des pays producteurs de masques. On pense notamment à l'Asie. Ça a pu faciliter les choses. L'État se procure quand même beaucoup de masques. Contrairement aux régions, l'État doit alimenter tous les hôpitaux, tous les personnels soignants. L'État est en train de reconstituer aussi son stock. Ce qui m'inquiète plus, moi, c'est la capacité de la France à produire elle-même des masques chirurgicaux ou bien masques en tissu pour le grand public. On est passé de 4 à 8 millions en 15 jours, c'est très bien, mais on plafonne à 8 millions. Il faudrait monter au moins à 17 millions pour tenir la promesse politique. Et il faudrait que le 11 mai, on ait 67 millions de masques en tissu si on veut que tout le monde puisse sortir. Et ces masques-là, on va les jeter au bout de quelques jours, il en faudra d'autres. Donc de ce côté-là, c'est un peu inquiétant de voir que nos capacités de production restent faibles et qu'on est aussi dépendant des importations. Monsieur Barbier, nous sommes ici en Israël. Vous savez comme la vie de chacun est importante, la vie des personnes âgées notamment. Alors il y a une polémique qui est arrivée jusqu'à nous concernant une idée de dire laissons mourir nos vieux. Alors c'est pas une phrase qui a été vraiment prononcée exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est vrai qu'ici on a été très choqués. Oui, c'est une polémique qui est récurrente depuis le début. Vous savez, il y a un équilibre à trouver entre la protection épidémique des populations et puis l'activité économique normale d'un pays. Par exemple, la grippe classique, c'est 8 à 10 000 morts par an, non pas dans l'indifférence générale, mais on considère que c'est comme ça, c'est la vie. Et comme le disait Montaigne, ce n'est pas la maladie qui nous tue, c'est la vie qui nous tue. Et donc, il y a une philosophie un peu fataliste qui s'est installée par rapport à la grippe. De la même manière, il y a 150 000 morts du cancer chaque année en France. On n'interdit pas le tabac, on n'interdit pas l'alcool, même si on multiplie les messages de prévention. Donc vous voyez, on a mis un curseur entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. La question s'est posée, se pose toujours en France par rapport au coronavirus. On doit faire du tri, c'est ça? On est obligé de faire du tri? On doit attendre dans notre pays qu'il n'y ait plus aucun contaminé, plus aucun virus, plus aucun malade. Bon, auquel cas, on va attendre 2 ou 3 ans et on sera tous morts parce que l'activité économique sera arrêtée. Aujourd'hui, Nicolas Bavrez, qui est un économiste important en France, fait une tribune dans le Figaro où il dit « Le coût du confinement est supérieur à ses bénéfices ». C'est-à-dire ce que l'on est en train de creuser comme trou économique va faire plus de dégâts en matière de pauvreté, de misère et donc à terme de mort prématurée que ne le fait le coronavirus. C'est une question que l'on doit se poser en responsabilité. C'est une balance, il y a une balance à faire. C'est que la santé n'est pas au-dessus des libertés. Et que l'hygiène absolue, la santé absolue, 0 malade, 0 mort, ça ne peut pas être un objectif pour une population. Or, depuis qu'on a plongé dans la crainte de ce coronavirus, on est allé beaucoup trop loin dans le fantasme et la folie, c'est-à-dire arrêtons toute l'économie, c'est pas grave si on est pauvre, pourvu qu'il y ait 0 mort. Non, désolé, il faut à un moment donné que le principe de précaution économique soit mis en balance du principe de précaution épidémique. C'est pour ça qu'il faut reprendre l'activité économique le plus vite possible. Mais évidemment, l'important, c'est le mot possible. Et là, c'est aux politiques de dire ce qu'il y a derrière le mot possible. Christophe Barbier, vous évoquez l'économie à juste titre. Vous parlez notamment de ce fameux texte d'André Comte-Sponville paru dans la presse. Mais en fait, est-ce que finalement, surtout, ce qu'a révélé ce coronavirus, ce ne sont pas des inégalités sociales qui existaient déjà auparavant et qui étaient déjà auparavant intolérables, alors qu'on réussissait davantage à vivre avec? Oui, bien sûr, à chaque fois qu'il y a ce genre d'épidémie, de risque majeur, les plus fragiles sont les premières victimes. Et donc les inégalités sociales sont doublées d'une inégalité sanitaire. Qu'est-ce qu'on a vu là dans cette épidémie? C'est que les personnes âgées étaient évidemment fragilisées. Quand elles sont frappées au-dessus d'un certain âge, leurs chances de survie sont moindres. On a vu aussi que ceux qui avaient des maladies, des affections pulmonaires ou cardiaques étaient fragilisés. Honnêtement, c'est pas une surprise. Quand on est déjà victime de maladies, on est plus fragile. Et puis on a vu que ceux qui étaient en surpoids
était fragilisé. Et donc ça nous alerte aussi sur l'état de la société. Les Américains le vivent encore plus douloureusement que nous. Donc ça doit nous inciter, dès qu'on sera sorti de ce cauchemar, à avoir des politiques sanitaires peut-être beaucoup plus virulentes, beaucoup plus actives, beaucoup plus coercitives pour sortir les populations de ces risques-là. Vieillir, c'est le lot de tout le monde. On ne peut pas ne pas vieillir. Mais éviter le surpoids, avoir une hygiène alimentaire, ça on peut peut-être être un peu plus volontaire. Oui, bien sûr, on a vu des inégalités qui n'étaient pas plus tolérables avant, qui se sont doublées de cette exposition fragilisée à l'épidémie. Il faudra en tenir compte après. Je voudrais qu'on parle... parler de ce qui s'est passé pour des populations qui étaient en première ligne, mais avec des professions souvent dénigrées, par exemple les caissiers, les livreurs, etc. On a vu le taux de mortalité exploser dans le 93 parce que c'est des populations pauvres, des travailleurs pauvres et qui ne peuvent pas, eux, télétravailler. Est-ce qu'après, quelque chose peut changer par rapport à ça? Parce que ce sont des professions essentielles en réalité. On a vu toute une série de professions, de l'agriculture jusqu'à la distribution alimentaire, les soignants bien sûr, être indispensables au fonctionnement minimum d'une société et en effet ne pas être les professions les plus valorisées. À partir de là, il faut se garder d'une illusion. Le président de la République a rappelé le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit bien que les seules distinctions sociales doivent être fondées sur l'utilité commune. Et comment on mesure l'utilité commune? Évidemment, dans cette épidémie, on se rend compte qu'une caissière ou évidemment une infirmière, c'est très précieux. Oui, ils sortent certes, mais quand on sera sorti de cette épidémie, les gens regarderont des matchs de foot et trouveront que Kylian Mbappé est formidable et que c'est normal qu'il soit payé comme il est payé. Vous voyez, l'utilité commune, c'est très difficile à déterminer. Donc c'est leur responsabilité des politiques de faire en sorte qu'on ne dévalorise pas socialement des professions qui sont utiles, qui sont dans l'utilité commune. Donc évidemment, sur les enseignants, sur les soignants, il y a des efforts colossaux à faire pour que la collectivité accepte de les payer plus. Et si on paye plus les enseignants et les soignants, c'est avec notre argent. Donc il faut que les gens acceptent de payer plus d'impôts ou de toucher moins de remboursement de sécurité sociale ou de payer plus cher certains produits et que les arbitrages que nous rendons chacun dans notre journée soient faits en faveur de ces populations. Pour ce qui est des caissières, des éboueurs, des livreurs, hélas, je crains qu'on reste dans le monde d'avant, c'est-à-dire que la création de richesse détermine le salaire de telle ou telle personne. Et on sait que, par exemple, à une caisse de supermarché, beaucoup de pays sont en train de mettre des robots. Où est la création de richesse d'un caissier ou d'une caissière? C'est dans les crises qu'on voit leur utilité sociale, mais la création de richesse restera un critère déterminant pour arrêter leur rémunération. Il ne sera pas simple de bâtir un monde d'après en toute justice. Ok, très bien. Merci beaucoup. Christophe Marquet, d'avoir été en ligne avec nous ce matin et merci également à Cathy et à Olivier, nos confrères du studio Kalita de Jérusalem. Bonne journée à tous. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.